Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler stratégie, on va parler business, mais au sens non péjoratif, puisqu'on va évoquer les différents moyens de trouver des chantiers. Ça va intéresser les jeunes artisans, mais plus seulement parce qu'aujourd'hui, avec les crises successives qu'on a connues dans le bâtiment, elles sont quand même nombreuses, hein, il se trouve que même les artisans qui ont pignon sur rue, commencent à se poser la question. Donc, comment trouver efficacement des chantiers? Je vais diviser ça en 5 pistes qui ne sont pas des pistes délirantes, puisque ce sont les pistes que j'avais explorées quand j'étais plus jeune et que j'étais à mon compte. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionnait avant, ça fonctionne toujours aujourd'hui. Rien n'a changé là-dessus. Donc moi, ce que je veux, c'est de vous donner les clés afin que vous puissiez trouver vos chantiers, notamment vos premiers chantiers, et ensuite tous les chantiers qui vont découler derrière, mais de manière pertinente et efficace, que vous ne perdiez pas votre temps et surtout que vous ne perdiez pas de l'argent. Donc si votre question c'est comment faire pour trouver ces chantiers, on va évoquer 5 vecteurs de prospection qui ne seront pas nécessairement de la prospection. Vous n'aurez pas besoin d'aller taper aux portes. Donc il va y avoir les grandes surfaces de bricolage, il va y avoir les constructeurs de maisons individuelles, donc là dans ce cas-là c'est en sous-traitance. Il va y avoir la sous-traitance ou la co-traitance, donc la coactivité avec vos confrères, vos pairs. Ça, il faut vraiment pas le négliger. C'est une très très bonne voie pour trouver des chantiers, et en plus c'est très vertueux. Il va y avoir les plateformes de travaux, et à la fin je parlerai effectivement de mon domaine, c'est-à-dire l'après-sinistre, qui est un vecteur de chantier extraordinaire et sous-estimé. Je vous remercie de regarder ma chaîne. C'est dimanche matin, on est tous fatigués, on a des cernes. Je vous invite à vous abonner. Donc, abonnez-vous les petits gars, c'est hyper important parce que non seulement ça va faire de la visibilité pour ma chaîne, il faut vraiment que je me reprenne un café, mais en plus, il y aura par la suite des contenus qui vont arriver, qui seront des contenus hyper techniques et hyper stratégiques pour les artisans, mais aussi pour les maîtres d'œuvre et aussi pour les experts. Donc je vous invite à vous abonner parce que vous n'aurez pas accès à ces contenus si vous n'êtes pas abonné, ce qui est tout à fait normal. C'est donnant. On démarre avec le plus simple pour trouver des chantiers sans faire de porte-à-porte. Un truc qui est très sous-estimé, je trouve, c'est les grandes surfaces de bricolage. Alors pourquoi je dis que c'est très sous-estimé? Parce qu'il faut savoir quand même que la plupart des entreprises de bricolage, Leroy Merlin, Castorama et ainsi de suite, ont des cellules, des services qui vous permettent en fait d'obtenir immédiatement des chantiers par le biais des clients qui achètent auprès de ces grandes surfaces. Donc je dis une bêtise, mais le couple qui va choisir du carrelage, de la faïence pour refaire sa salle de bain, elle n'a pas trouvé de carreleur, elle va systématiquement à la sortie des caisses de ces grandes surfaces tomber sur les petites cellules travaux. Eh bien ces gens-là vont pouvoir vous pourvoir immédiatement, c'est hyper rapide, immédiatement des chantiers sur votre secteur. Alors attention, parfois ça peut être un peu loin, parce que je donne un exemple, Leroy Merlin sur Valence, il y a des gens de Privas qui vont venir. Donc il faut accepter aussi de faire quelques kilomètres, mais ça là, il y a plusieurs avantages déjà. C'est rapide, c'est hyper rapide, donc il faut votre décennale évidemment, et puis il faut que vous connaissiez bien le métier que vous allez exercer, si c'est de la faïence, si c'est du carrelage, si c'est de la pose de parquet, si c'est de la pose d'éléments de cuisine, d'une part, et d'autre part effectivement c'est un peu comment dire, l'épée de Damoclès en permanence sur la tête, parce que le client fait confiance à la grande surface doit vous faire confiance. Si jamais vous brisez cette confiance, vous aurez plus de chantier. Alors ça, c'est hyper rapide. Vous pouvez avoir des chantiers vraiment tout de suite. Il y a un petit dossier dans chaque grande surface qu'il faut monter. Montrer patte blanche, voilà. Donc vous pouvez attaquer quasiment la semaine d'après avec des chantiers. Il n'y a pas de négociation des tarifs, c'est peut-être une problématique, c'est-à-dire que c'est la grande surface qui va établir un tarif et vous devrez accepter ce tarif-là.
Mais en général, c'est pas déconnant, hein. Donc c'est plutôt, moi je trouve, une assez bonne voie. Bon, je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand j'avais démarré, je crois, mes tout premiers chantiers, j'étais encore en train de négocier le crédit pour mon Renault Trafic. Eh bien, j'avais pas mal de chantiers qui tombaient via l'entreprise Vial Menuiserie. Je ne sais pas si ça existe encore. C'était une entreprise qui était spécialisée dans la vente de portes. Eux, ils m'ont donné énormément de chantiers, pas compliqué du tout, hein. Et franchement, c'était pas mal. En plus, j'étais pas payé à 30 jours fin de mois, hein. J'étais payé quasiment à l'établissement de la facture et à la réception du chantier. Donc c'est plutôt, j'allais dire, pas mal, rapide, très peu de charges administratives, hein. Donc c'est-à-dire que vous aurez même pas de devis en définitive à faire, vous aurez juste votre facture à faire. Et puis parfois on vous demande une enquête satisfaction client, donc des petites cases à cocher. Donc ça, je trouve clairement que c'est plutôt pas mal, et c'était le premier, on va dire, palier. Hein. Aujourd'hui, on va voir les cinq paliers, mais c'est le premier palier rapide, efficace. On se pose pas de questions. D'accord ? Deuxième palier, deuxième voie, deuxième vecteur pour trouver des chantiers facilement. Donc ce sont les plateformes de travaux. Bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, donc, on a tous fait ça. Enfin, je pense qu'on a tous fait ça. Moi, quand j'ai démarré, je l'ai fait aussi. À l'époque, c'était 1, 2, 3 devis. Je crois que c'était 1, 2, 3 devis, si mes souvenirs sont bons. Où donc, on crée un compte. Et puis, on va recevoir des offres qu'on va payer. Hein. Donc, on va payer un lot. Alors, ça dépend des plateformes de mise en relation travaux. Mais certaines, c'est un forfait. Vous avez, par exemple, jusqu'à 10 contacts. D'autres, c'est le contact. Vous payez le contact. Voilà. Donc, ça dépend. Vous faites le tour. Vous regardez. Il y a travaux.com, il y a Allo Voisin, il y a 1, 2, 3 devis. Bon, il y en a en pagaille. Donc, ça peut être assez rapide. C'est assez simple, en définitive, à gérer. Voilà. Est-ce que c'est bien ? Oui, moi je l'ai fait. Est-ce que c'est pas bien ? C'est pas rare de se retrouver sur un prospect, donc un client que vous avez, un contact que vous avez payé, hein, où vous vous retrouvez carrément avec 3 confrères en même temps. Hein. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc ça fout un peu les jetons quand même. On se retrouve à un rendez-vous, on est 3 du même corps d'état, ça fait un peu foire en poigne. C'est ce côté-là, moi, qui me dérange un peu. Alors, il y a pas de les contacts peuvent être très qualifiés comme ils peuvent être ne pas être du tout qualifiés. C'est ça qui est c'est vraiment en dents de scie. C'est-à-dire vous allez pouvoir avoir une série là de 4 ou 5 contacts très bons sur lesquels vous allez pouvoir en signer 2. Et puis après vous allez avoir une série, ça va être totalement délirant, où il y a 5 ou 6 artisans sur le coup, et puis le client n'est pas qualifié, il voulait juste faire déplacer des gens. Bon. Voilà, vous faites le tri, mais il ne faut pas non plus négliger, quand on cherche des chantiers, si vous voulez savoir comment trouver des chantiers, il faut explorer toutes les voies. Moi, je vous donne les 5 essentiels, mais c'est ouvert, hein, il y a d'autres choses, hein, donc on pourra en parler. Là, les tarifs, effectivement, sont libres, c'est-à-dire que vous allez faire votre devis, vous allez obtenir le contact, vous allez en clientèle, vous faites votre découverte de quoi a besoin le client. Est-ce que c'est un auvent ? Est-ce que c'est une tonnelle ? Est-ce que c'est une couverture ? Est-ce que c'est de la zinguerie, de la plomberie ? Vous allez faire votre devis et ensuite vous allez signer le contrat avec le client. Donc la plateforme n'est là que pour vous mettre en relation avec le client, et la plateforme ne se paye pas sur le devis, sur le chantier, elle se paye sur le contact. Donc ça a du bon, ça a du mauvais. Essayez, moi je l'ai fait encore une fois, et j'ai sorti des chantiers avec ça, donc je ne peux pas dénigrer. Alors la charge administrative, c'est la même que pour tout, c'est-à-dire que vous allez simplement faire un devis et faire une facturation et présenter éventuellement les dossiers, votre décennale, votre responsabilité civile professionnelle, la multirisque. Donc la charge administrative, c'est à peu près la même. La qualité des devis, par contre, faites attention. Tout à l'heure, on a vu que vous n'aviez pas besoin de faire un devis quand vous travaillez pour une grande surface commerciale, parce que ce sont des bordereaux qui sont déjà établis, le prix, vous l'avez déjà. Là, selon le devis que vous allez faire, si votre devis est plus ou moins bon, effectivement, ça va instaurer plus ou moins la confiance avec le client. Donc, vous aurez plus ou moins de retours favorables en fonction, encore une fois, de votre rigueur et de la qualité de votre prestation déjà en phase devis, même pas en phase chantier. D'accord ? On a fini
pour, ça va aller très vite, hein, vous allez voir, c'est dimanche matin, les plateformes de travaux, qui était le deuxième vecteur qui me semble assez intéressant pour trouver des chantiers. On va parler du troisième vecteur très important pour trouver des chantiers, qui à mon sens, encore une fois, est l'un des plus importants et qu'on oublie, c'est la coactivité, la co-traitance ou la coactivité avec vos confrères, avec vos pairs. Hein, donc, alors que ce soit vos confrères dans un corps d'État, ou que ce soit vos confrères dans de multiples corps d'État. Ça, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de plus vertueux. En fait, très rapidement, depuis qu'on a amalgamé ou confondu l'artisanat avec le commerce, les confrères sont devenus des concurrents. Mais non, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est les dérives de notre système qui veut qu'on confonde l'artisanat et le commerce. Mais dans la réalité, l'artisanat, on est tous des confrères, donc on s'entraide. Alors, si votre confrère vous aime bien, que vous discutez souvent, que vous allez manger de temps en temps, qu'il a vu que vous travaillez bien parce qu'une fois ou deux vous êtes allé le dépanner, automatiquement et naturellement, ce confrère-là, il va avoir envie de vous donner des chantiers. Pourquoi ? Parce qu'il aura trop de planning, enfin, son planning sera totalement blindé, parce qu'il n'aura pas envie de refuser un client qui le suit depuis longtemps, mais il n'aura pas envie de l'envoyer sur quelqu'un qu'il ne connaît pas. Donc il préférera préconiser, vous préconisez-vous vis-à-vis de son client, donc la situation de confiance, elle est déjà instaurée, d'accord ? Et puis en plus, ça vous permet de vous donner des coups de main l'un l'autre. Donc ça, écoutez-moi bien, ce troisième point qui concerne le vecteur de recherche pour trouver des chantiers, c'est pour moi le plus important. Vous devez apprendre à tisser un réseau. Hein. Dans le monde du bâtiment, on ne peut pas travailler seul, c'est pas possible. Tisser un réseau de confiance et d'honnêteté avec vos confrères, avec vos pairs, et avec les corps d'État qui ne sont pas forcément le vôtre, mais qui peuvent parfois être concomitants. Donc ça, pareil, la charge de travail, bon, ben, il n'y a pas de charge de prospection puisque de toute manière, le confrère vous donne le client. La confiance est déjà établie, hein, puisque si moi je suis client et que j'aime cet artisan parce qu'il travaille bien, il y a de grandes chances que s'il me conseille un autre artisan, cet autre qui se ressemble, ça semble les gars, que cet autre artisan soit aussi de très bonne qualité. Charge de travail, idem, il faudra faire un devis quoi qu'il arrive, devis, facture, donc charge de travail administrative pas trop importante. Par contre, dans ce cas-là, ne soyez pas déconnant sur le devis et demandez à votre confrère, parce que si il a l'habitude de travailler avec ces clients-là et qu'il a l'habitude de faire des devis, les gens s'habituent à peu près au prix. Hein. Donc si vous arrivez avec des prix complètement déconnants par rapport à ceux de votre confrère, effectivement là ça risque de poser un problème. Donc vous en parlez avec votre collègue. Tiens, toi tu fais quoi comme prix en peinture ? T'es à combien du mètre carré ? Est-ce que tu factures le ratissage ? Est-ce que tu fais ci ? Est-ce que tu fais ça ? En placo t'es à combien ? En carrelage t'es à combien ? Vous dire moi je suis à peu près dans tel et tel prix, donc déconne pas avec mon client parce qu'il s'attend déjà à peu près à l'enveloppe globale du budget. Ça c'était le troisième vecteur qui, je vous le rappelle, pour moi est très important. On va passer au quatrième vecteur de prospection. Alors quand je dis prospection, c'est pas de la prospection, vous n'allez pas faire du porte-à-porte. C'est pour ça que ce dossier, cette vidéo est intéressante. C'est parce que là on parle de contacts entrants, les contacts qui rentrent. Et c'est pas vous qui allez faire la démarche d'aller prospecter. Ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, déjà parce que c'est barbant. Et puis parce que plein de gens n'aiment pas aller prospecter. La prospection, il faut avoir le caractère pour faire ça. C'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde. Donc la quatrième voie, on n'y pense jamais. Et pourtant, je trouve que c'est un vecteur de chantier qui est hallucinant. Hein. C'est un vivier permanent de chantier. Ce sont les régies, les agences immobilières, les organismes officiels. Je vous donne un exemple. Quand j'étais arrivé à Marseille il y a 5 ans, 5 ans, je ne me rappelle plus en arrière, j'étais allé sur un après-sinistre avec pour le Crous. Eh bien en fait, on se rend pas compte, mais quand on est honnête, quand on est bon, quand on travaille bien,
eh bien ces gens-là vont nous donner du travail toute l'année, en définitive, parce que les chambres se libèrent, il faut remettre un coup de peinture, parce que il y a la Socotec qui est passée, que le tableau électrique n'était pas aux normes, donc il faut le remettre aux normes, parce que de temps en temps il faut changer du mobilier, parce qu'il y a eu, une casse au niveau des façades, il va falloir changer un peu de bardage. Donc vous ne pouvez pas imaginer le nombre impressionnant de chantiers que peuvent vous donner ces organismes. Alors donc ça va de la régie. Alors la régie, pour ceux qui connaissent un peu le sud, ça peut être Citia, ça peut être Très Habitat, ça peut être des choses comme ça. Il y en a sur Valence, il y en a sur Lyon, il y en a partout, hein, des régies. Ça peut être les agences immobilières, notamment celles qui ont pignon sur rue et qui ont un flot permanent de chantiers. Charge administrative, encore une fois, très simple, hein, parce que bien souvent, on va travailler sur des bons de mission, donc ça va se dire oralement, en tout cas en ce qui concerne les régies, bon, moi, ça serait plutôt 600 ou 700 euros hors taxe, ok, ben, je t'envoie un bon de mission. D'accord, donc la charge de mise, pas pour le Crous, hein, pour le Crous, il faut des vrais devis, c'est pas pareil, on est bien d'accord, mais ça peut être un réglage de porte, ça peut être un réglage je vous donne des exemples concrets, moi, que j'ai eu, hein, un châssis à souffler dans une salle de bain où il y avait simplement le renvoi d'angle qui était cassé. Bah, ça, c'est des trucs que vous facturez 250 euros, les gars. Hein. Donc je veux dire, ça prend 1 heure, c'est pas non plus dégueulasse, mais ça peut aller jusqu'à des chantiers de 30, 40, 50 000 euros, comme j'en ai eu par exemple pour le Crous. Hein, donc ne négligez pas ces régies, ces grands centres de syndic et de gestion de l'habitat. Ce sont des sources intarissables de trouvailles de nouveaux chantiers, et sur le long terme, si vous entendez bien et si votre travail est correctement effectué. Donc la charge administrative, elle est pas totalement déconnante, et peut-être, on va dire, sur les inconvénients, c'est qu'il faut être multiservice, donc il faut vraiment toucher à tout. Hein. Donc parce que, comme je l'ai dit, ça va être un bout de lino à changer, ça va être un bout de parquet, un seuil, une menuiserie à régler, donc il faut vraiment être multiservice. Et puis, on va dire que la latitude pour négocier les prix, elle n'est pas non plus délirante. Mais elle n'est pas non plus déconnante, d'accord ? Donc vous n'irez pas travailler pour rien, ça c'est absolument certain. Voilà. Donc ça c'est un gros vecteur de trouvailles de chantier, quand vous cherchez des chantiers qu'il ne faut surtout pas négliger, et ça peut aller très vite, parce que ces gens-là sont demandeurs, ils sont demandeurs d'artisans compétents, hein, d'accord ? Donc il faut être compétent quand même à la base. Bon, si vous êtes resté jusque-là, ben, je vais vous donner ma botte secrète, mais vous le savez si vous me suivez, donc dorénavant je ne suis plus sur le terrain, hein, je suis passé du côté obscur de la force en tant qu'expert bâtiment, mais j'ai longtemps œuvré en après-sinistre, en rénovation, hein, donc sur les greffes de charpente notamment, qui était ma spécialité, mais aussi sur les menuiseries, sur les embellissements, sur les sols, sur la maçonnerie, le gros œuvre, le second œuvre, absolument tout. La reprise en sous-œuvre, notamment pour le retrait-gonflement des argiles. Donc c'est un domaine que je maîtrise particulièrement bien, mais là c'est un domaine qui va non seulement qui est inconnu, hein, du grand public. Hein. Il faut démystifier ce domaine-là. Hein. C'est faire de l'après-sinistre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un habit de cosmonaute. Hein. C'est de l'artisanat pur et dur. Hein. Il faut se mettre bien avec les experts. Les compagnies d'assurance que vous pouvez contacter en direct. Donc pour les abonnés, je ferai un cours complet pour savoir comment travailler avec une assurance, comment faire ses devis et tout. Mais je dis bien pour les abonnés. Si vous abonnez pas, c'est pas la peine, parce qu'il y a un moment donné, il faut que mon travail soit rémunérateur. Moi, ma rémunération ici, c'est la lisibilité, hein, parce que je pense pas gagner 1 euro, je crois, sur Google. En tout cas, il me faudrait des millions de vues pour gagner 1 euro. Donc c'est pas le cas. Mais par contre, je gagne en lisibilité. Donc le temps que je vais passer, il faut quand même qu'il soit un tout petit peu rémunérateur. Donc si vous êtes abonné, on fera des cours spécialisés pour que je vous explique en fait comment vous allez pouvoir intégrer le domaine de l'après-sinistre et comment faire vos devis, surtout ne pas être toqué par les experts. Et puis on fera des lives, on fera des discussions, et je ferai l'analyse de vos devis pour vous dire s'ils sont bons ou s'ils sont pas bons. Donc sur cette tranche, on va dire, sur ce segment, ce vecteur de recherche de chantier, l'avantage, c'est que vous n'allez pas en chercher du tout. En fait, ils vont tomber tout seuls. C'est-à-dire que les assureurs, les compagnies d'assurance ont un besoin
énorme d'artisans compétents. Pour rappel, 2022-2023, j'ai pas les chiffres sur 2024 et 2025, donc c'est 6 milliards d'euros d'indemnisation annuelle. C'est énorme, c'est énorme. Donc il faut impérativement garder en tête que ce sont des domaines d'activité qui sont hyper rémunérateurs, c'est-à-dire que tout le monde croit qu'en travailler pour une assurance ou travailler pour un expert, on ne va pas gagner d'argent. C'est totalement faux. Vous gagnez autant d'argent que si vous faisiez des devis pour des particuliers, des fois plus, parce que les particuliers négocient, les assureurs ne négocient pas, d'accord. Les chantiers tombent très très vite. Très très vite, on parle dans la semaine, vous allez avoir des dossiers qui vont tomber. Il faut être bon. Vous pouvez actionner ce levier, soit, je vous l'ai dit, directement par le biais des experts, moi par exemple, mais il y en a plein, hein, on est des milliers d'experts en France, soit par le biais direct des assureurs, donc ça je vous en parlerai, c'est ce qu'on appelle les APE, soit par le biais des entreprises spécialisées en après-sinistre. Donc les entreprises spécialisées en après-sinistre, comme celle pour laquelle j'étais directeur à l'époque, embauchent des sous-traitants. J'ai aucun problème avec la sous-traitance, ni d'en parler, ni de le dire, ni de le faire. C'est très bien la sous-traitance. Il faut pas tout amalgamer. Donc vous avez ces trois vecteurs on va dire pour entrer dans le domaine de l'après-sinistre que vous pouvez exploiter indifféremment les uns des autres. Vous pouvez travailler en après-sinistre pour une compagnie d'assurance en direct de la même manière que vous pouvez travailler en après-sinistre pour un expert. Pas pour l'expert, hein, c'est lui qui va vous préconiser auprès du client, voilà, vous prescrire auprès du client. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Alors par contre, la charge administrative, elle est considérablement plus importante que pour le reste. Les devis, il faut savoir les taper avec une précision extrême, je ferai un cours là-dessus. Donc vous négociez pas vos tarifs, hein, c'est ce qu'on appelle les bordereaux de prix unitaires, les BPU. Donc vous devez vous caler à chaque ligne de BPU existante, et chaque assureur a son propre BPU, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, je vous l'expliquerai. Vous pouvez des fois sortir un peu du BPU quand ce sont des actes techniques très particuliers qui ne sont pas facilement quantifiables. Par exemple, tout simplement la grève de charpente, hein, il n'y a pas de ligne de BPU pour une grève de charpente, donc voilà. La charge de travail, pourquoi je dis que la charge de travail administrative est importante? Parce que avec les assureurs, on ne fait pas n'importe quoi. Donc les devis sont calculés, métrés, millimétrés, il y a des audits, il faut faire des photos avant, il faut faire des photos après, il faut tout stocker, il faut tout garder en mémoire. Il y a des règles vraiment très strictes de communication, c'est-à-dire quand vous avez fait votre rendez-vous, il faut renvoyer un mail à l'assureur en disant que votre premier rendez-vous a bien été effectué, à quelle heure, dans quelles conditions, vous avez 2 jours pour faire le devis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est draconien. Par contre, si vous arrivez à bien juguler cette charge de travail administrative, c'est le boom. C'est le boom. Hein, donc ça, c'est ma botte secrète, et seuls ceux qui sont restés jusque la fin de la vidéo là l'auront. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Si vous voulez qu'on parle plus sérieusement de ces 5 points particuliers, mais notamment des 2 derniers qui, à mon sens, sont quand même très très importants. Le dernier qui, à mon sens, est très important, mais qui demande de la technique et du savoir. Moi, je vous le mettrai à disposition gratuitement, mais uniquement à mes abonnés, à personne d'autre. Je vous remercie, vous vous abonnez, ça me fera plaisir, ça fera de la lisibilité, de la visibilité pour la chaîne, pour les algorithmes, et puis si vous aimez mon travail, et je vous rappelle encore une fois, je vais aller très très vite, que je crée mon école du bâtiment, et j'ai besoin de vos soutiens là-dessus. Donc ce n'est pas une école délirante du type on va vous vider votre solde de congé formation. Non, c'est une vraie école. Hein. Je cherche à rentrer en partenariat direct avec le gouvernement pour créer des cursus spécialisés dans le domaine du bâtiment, notamment de l'après-sinistre, de la structure, de l'ossature bois. Je vous remercie les pious, je vous souhaite un bon dimanche. Vous remarquerez que j'ai pas trop regardé la caméra parce que je pense que mes cernes doivent être horribles. Merci à vous, tchou, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.